Monica Sim. Francisco, Sim. bonjour. Bom Donc vous dia. êtes députée de l'État de Rio de Janeiro. Vous avez été conseillère de Marielle Franco, donc qui est morte assassinée le 14 mars 2018. Votre élection, ça a été une première. Donc ma première question est la suivante. Pourquoi vous, qui êtes originaire du mouvement social, vous qui avez travaillé dans les favelas de Rio, pourquoi êtes-vous rentré en politique? Porque você Sim, entrou eu em entendi. política, Eu entende? Bom, entendi, sim. Acho que eu preciso contextualizar essa resposta, né? bon, il faut contextualiser la réponse. Eu já estava muito próxima do Partido Socialismo e Liberdade, do PSOL, mais ou menos talvez há uma década. Muito relacionada ao mandato do deputado Marcelo Freixo e da Comissão de Direitos Humanos. Bon, c'est vrai que j'étais dans le mouvement social, mais j'étais très proche d'un parti de gauche au Brésil qui s'appelle le PSOL, et notamment de l'un de ses députés dans l'État de Rio de Janeiro. E Marielle era coordenadora da Comissão de Direitos Humanos ligada a esse mandato. Então era alguém muito próxima, alguém com quem eu me relacionava. Era a minha relação mais próxima do partido. Et mon contact avec ce parti, le PSOL, s'opérait essentiellement par Marielle Franco, qui était responsable de sa commission des droits de l'homme. Nossa relação era muito próxima no enfrentamento às violações de Estado. A gente estava sempre muito próxima, atuando sempre em favelas do Rio de Janeiro. Da favela onde vivia. Várias outras também, né, tá bom. Porque eu não atuava só onde eu vivia, né? Et bon, avec cette commission des droits de l'homme, nous avions beaucoup de choses à traiter concernant les violations des droits de l'homme, notamment dans les favelas, pas simplement dans la favela où j'habitais. E em 2016, com a candidatura da Marielle, eu fiquei muito, muito feliz e resolvi ajudar na campanha, fazer a campanha da Marielle também. Et donc, quand Marielle Franco, en 2017, a décidé de se présenter pour les élections municipales de Rio de Janeiro, j'étais très, très, très mobilisé, très enthousiasmé, et donc j'ai décidé de lui donner un coup de main. Marielle me convida para compor a equipe do mandato dela, e aí é a minha primeira inserção, meu primeiro trabalho próximo e por dentro de um mandato político e de um mandato ligado a uma instituição et política. donc elle a été élue, donc j'ai fait partie, elle m'a demandé, et j'ai accepté de faire partie de son équipe au conseil municipal de Rio, et ça a été ma première participation à une activité de cette nature institutionnelle et parlementaire. E a partir daí eu posso dizer que a minha entrada no processo político institucional pensado pela própria Marielle Franco. Et donc je suis rentré en politique quelque part en adoptant la façon de faire la politique et de penser de Marielle Franco. Porque Marielle pensava, já me via enquanto um quadro político possível, não para 2018, mas para 2020. Et Marielle d'ailleurs pensait que je me préparais pour d'autres échéances électorales, et non pas pour celle de 2018, mais la suivante. Justamente pela minha luta, pela minha militância de quase 30 anos, né, em direitos humanos e em diversas pautas. En raison de mon expérience comme militante des droits de l'homme depuis une trentaine d'années. E militava para direitos de l'homme direitos humanos no Borel, no Rio de Janeiro. Fui militante. Que temática concretamente? Concretamente, fui militante do movimento de rádios comunitárias, ou seja, de democratização da informação. Também militante de economia solidária, fui fundadora do Fórum de Cooperativismo Popular no estado do Rio de Janeiro. Toda uma militância histórica na construção da política de economia solidária. Também sou militante do Movimento Popular de Favelas, de luta pela moradia, né? Eu começo a minha militância com a luta pela moradia. Monica est en train de faire un peu le relevé de tout ce qu'elle a fait depuis une trentaine d'années avant d'entrer
en politique. Donc elle a en particulier contribué à développer l'économie solidaire à Rio de Janeiro et dans les favelles, et également le droit au logement également dans les favelles. Porque você morava? Sim, na favela do Borel, uma das favelas mais antigas do Rio de Janeiro, data da década de 20, a ocupação do Borel. Et donc, elle a commencé à militer à l'endroit où elle vivait, la favela de Borel, qui est l'une des plus anciennes de Rio de Janeiro, qui date de 1920. Há um elemento que pode surpreender os franceses, que você também tinha uma militância religiosa. Je pose une question, je dis que ça peut surprendre beaucoup en France. Donc cette militance sociale était couplée avec un engagement religieux. Acho que muito mais uma vivência pessoal e uma experiência individual e particular nessa questão específica. Não faço e nunca fiz dessa temática uma bandeira de luta, mas ela passa a ter uma importância justamente a partir de 2018, com o ascenso de grupos fundamentalistas. Então... Alors, j'ai jamais fait état de mon engagement religieux, c'est quelque chose de tout à fait personnel que je séparais de mon engagement politique, mais qui a pris une dimension particulière ces derniers mois avec la montée en puissance des mouvements religieux fondamentalistes au Brésil. E para voltar a 2018, por que se apresentou a eleição de 2018 para o Parlamento estadual? Donc, pour revenir donc, aux élections de 2018, pourquoi est-ce que vous vous êtes présenté comme candidate et vous avez été élu pour le Parlement de l'État de Rio de Janeiro? Logo após a execução da Marielle, depois de algumas profundas conversas com a equipe que foi do mandato, com a minha família, com uma série de amigos, e aí eu entendi a importância de me colocar enquanto candidata e quase que uma consequência dessa experiência de vida. Eu acho que um pouco que a Marielle havia vislumbrado no sentido de me enxergar como um quadro, e ali eu vi a responsabilidade de que eu deveria tentar ocupar aquele lugar. Par sens de la responsabilité, il fallait continuer ce qu'avait commencé Marielle donc avant d'être assassinée. Donc j'ai beaucoup parlé avec mon entourage, j'ai beaucoup parlé avec ma famille, et c'est sur la base de ces contacts, de tous ces éléments, le sentiment de responsabilité sur mes engagements passés, et avec Marielle que j'ai décidé de me présenter. Et Marielle fue asesinada, acaban de encarcelar los que la mataron directamente, que no son probablemente no los que la mandaron matar. Piensa que va a saber, se va a conocer la verdad sobre el asesinato de Marielle. Je veux dire, Marielle donc, a été assassinée le 14 mars 2018. Un an plus tard, 2 hommes de main, qui sont des policiers, ont été arrêtés, mais ce sont les hommes de main. Il y a eu des commanditaires. Et la question, est-ce que vous pensez que ces commanditaires vont être identifiés? Acho que é cada vez mais difícil de dar respostas simples a essas perguntas. Primeiro porque com a descoberta dos suspeitos de haverem executado Marielle e com a já sabida relação deles com o chamado escritório do crime no estado do Rio de Janeiro, isso parece ser uma resposta muito difícil. C'est une réponse difficile on suspectait le fait que ces gens-là étaient concernés et liés au milieu du crime à Rio de Janeiro. E também pelas relações muito próximas desses 2 elementos que foram presos, suspeitos de executarem Marielle na noite do 14 de março, terem uma relação muito próxima, muito íntima com a família Bolsonaro. Là aussi, c'est difficile d'avoir des choses très précises, mais on ne peut que noter le fait que ces 2 personnes qui ont été arrêtées comme auteurs du matériel du crime avaient des relations très proches avec la famille Bolsonaro. E não é uma relação recente, é uma relação que remonta a mais de uma década.
Et cette relation de ces deux personnages avec la famille Bolsonaro n'était pas une relation récente, mais elle remontait à plus d'une dizaine d'années. Com membros dessa organização criminosa trabalhando nos gabinetes dos filhos de Bolsonaro. Et donc ces deux éléments convergent, c'est-à-dire que l'un des fils de Bolsonaro avait des liens avec ces milieux criminels que são, você quer falar das milícias? Sim, vou falar. A relação, o escritório do crime é um escritório do crime ligado às milícias. É onde as milícias oficiam, organizam e mandam acontecer e ocorrer a execução de pessoas. Et donc ces liens sont des liens, quand on parle de criminalité, de criminels, avec ce qu'on appelle à Rio de Janeiro les milices. Como definir as milícias? Grupos paramilitares. Isso que dizer que são grupos paramilitares. Hoje já não são só policiais militares. As milícias elas se ampliam numa relação com empresários. Claro que eles podem vir dos corpos de políticos, então é uma ampliação desse espectro de milicianos, né? E já há, segundo pesquisas do Laboratório de Análise da Violência, coordenado pela Alba Zaluar, antropóloga brasileira, uma relação, já aponta uma relação muito próxima com a máfia italiana. Das milícias no Estado. Donc, ces milices, donc les hommes de main sont des paramilitaires, donc qui ont des liens avec la police militaire et avec des corps de police, mais qui ont des liens aussi avec certains chefs d'entreprise et aussi, d'après ce que dit Monica Francisco, avec des éléments de la mafia italienne. Inclusive Alba Zaluar, a pesquisadora que coordena, né, e que publicizou os dados e as evidências dessa relação com a máfia italiana, foi descoberto que ela estava na lista desse executor de Marielle. Et donc il y a une chercheuse qui a travaillé sur les milices à Rio de Janeiro, donc qui a mis en évidence ce lien avec la mafia italienne et également l'existence de listes avec des personnes à abattre. Et sur ces listes, on a vu qu'effectivement, il y avait notamment le nom de Marielle Franco. Então, a resposta para essa execução, né, quem mandou matar Marielle e quais os reais motivos que levaram uma pessoa ou um grupo de pessoas a ordenarem a execução da Marielle, não será uma tarefa muito fácil e não me parece que teremos essa resposta tão rápida, justamente por toda essa conexão da qual eu falei aqui. Donc la réponse à la question posée n'est pas une réponse facile en raison du contexte. Donc on peut arrêter les hommes de main, mais en raison de toutes ces ramifications, la mafia italienne, les chefs d'entreprise, certains corps de police, il sera extrêmement difficile de remonter le fil jusqu'au commanditaire. É o que a Anistia Internacional vem chamando de labirinto da investigação do caso Marielle Franco, né? E o que pode gerar muito mais dificuldade é o fato já sabido de relações inclusive de cunho familiar em relação ao clã Bolsonaro e aos executores de Marielle. Et ce qui rend encore plus compliqué l'aboutissement de l'enquête, ce sont ces liens qu'avaient les criminels avec le réseau de la famille Bolsonaro. E agora gostaria de plantear uma última pergunta. Que valoração se pode fazer hoje do estado clínico da democracia brasileira? Donc, je voudrais faire, pour conclure, une dernière question qui porte sur l'état clinique de la démocratie brésilienne. Quelle évaluation peut-on en faire aujourd'hui? Acho que o sintoma ou os sintomas da doença e da anormalidade em curso na democracia brasileira começaram a se evidenciar em 2013. Et donc,
la maladie, disons l'érosion de la démocratie brésilienne a commencé à faire... on a eu des premiers signes d'alerte à partir de 2013. Com o que ficou conhecido como as Jornadas de Junho, que fizeram emergir grupos como o Movimento Brasil Livre. Et donc, si vous vous rappelez, en 2013, il y a eu un certain nombre de mouvements qui revendiquaient la baisse du prix des transports. Mais dans ces manifestations, on a vu progressivement apparaître, surgir des groupes d'extrême droite comme le mouvement Brésil Libre. Que dizia fora partido, fora sindicato, fora tudo o que fazia uma alusão às lutas históricas e à organização histórica dos trabalhadores no que é chamado de esquerda. Et donc tous ces mouvements d'extrême droite ont développé des types de revendications qui déniaient toute représentativité, toute légitimité au corps intermédiaire. Les syndicats, les ONG, les partis politiques, et donc tous ces éléments qui, dans le passé, ont mobilisé la gauche brésilienne et des groupes sociaux. O caminho de aprofundamento do adoecimento da democracia brasileira se dá em 2016 com a instituição do golpe institucional que derrubou a presidenta Dilma. Et donc on a eu une étape supplémentaire, alors là, de caractère institutionnel, avec ce que je qualifie de coup d'État, qui a été la destitution de la présidente élue Dilma Rousseff, donc en 2016. E o agravamento desse adoecimento, dessa normalidade democrática no Brasil, se dá em 2018, né, com a intervenção federal militar na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, por meio do governo golpista de Michel Temer. Et donc en 2018, il y a eu une étape supplémentaire où on voit revenir l'interventionnisme militaire qui a commencé par la mise sous tutelle militaire de l'État de Rio. Donc à l'époque de Michel Temer, donc, le président de fait qui avait succédé à Dilma Rousseff. A prisão do ex-presidente Lula, prisão política, impetrada no curso da Operação Lava Jato, pelo então, à época, juiz Sérgio Moro, hoje ministre da Segurança Pública e de Justiça. Parallèlement, toujours à l'époque du président Temer, on a eu l'incarcération à quelques mois des élections présidentielles du président Lula par le juge Moro, qui manifestement a été remercié en étant nommé ministre de la Justice du nouveau président Jair Bolsonaro. E o que evidencia uma total gravidade, quase que uma chegada da democracia do Brasil numa UTI, numa unidade de tratamento intensivo, quase em estado, né, final, é a execução de Marielle Franco. Et donc, je ne sais pas si c'est le point final, mais c'est le point d'entrée dans les services d'urgence de la démocratie brésilienne, qui est dans une anormalité totale, avec le 14 mars 2018, l'assassinat de Marielle Franco. Então eu posso dizer que o quadro clínico do Brasil ele é dramático, gravíssimo, que há tentativas de tirá-lo desse coma antidémocratique que o acometeu. Donc je dirais que, si pour reprendre la comparaison, l'état clinique de la démocratie brésilienne est extrêmement grave, même s'il y a des tentatives de réveiller la démocratie, de remobiliser les démocrates, mais c'est une situation de grande anormalité. É um quadro dramático de extrema instabilidade, de extrema violação de direitos. Só para dar um dado que eu acho importante para complementar a resposta, Jean-Jacques, em 2017 foram mais de 300 defensores e defensoras de direitos humanos executados no Brasil. On arrive à un point aujourd'hui où la situation est tellement dramatique, il faut quand même rappeler certains chiffres. En 2017, il y a eu... 312, na verdade. Comment 312. Plus de 300 activistes sociaux qui ont été assassinés.
e se nota uma agravação. Um agravamento. Na última sexta-feira nós sim. tivemos a execução de Dilma Ferreira, juntamente com seu companheiro e mais um outro militante do movimento de atingidos por barragens, no Pará. Oui, ces assassinats continuent. Donc la semaine dernière, il y a eu encore 2 militants des mouvements sociaux dans l'état de Pará qui ont été assassinés. Você estava falando de elementos de esperança, de remobilisation. Quels sont ces éléments? Je dis, vous avez signalé qu'il y avait quand même des éléments d'espoir. Donc on va essayer de terminer là-dessus. Quels sont ces éléments? Acho importante trazer esses elementos de esperança, Sim. de resistência e de resiliência, que são desde as experiências das candidaturas coletivas, de feministas, de mulheres da periferia, das favelas, mulheres que vêm do movimento social, dos movimentos de MC, de rap, rima, da cultura, que vem ocupando os espaços institucionais. Il y a des éléments d'espoir. Ces éléments viennent notamment beaucoup des femmes dans les périphéries, não só do Rio de Janeiro, de todo o Brasil. Não, principalmente do Sudeste, Minas Gerais, eu posso dizer, São Paulo também et Pernambuco, Recife. Donc là, dans un certain nombre, le nord-est, le sud-est, São Paulo, Rio, Minas Gerais. Donc on assiste à une remobilisation autour de candidatures progressistes, féministes, de femmes, donc qui permettent de réactiver les revendications démocratiques et sociales no Rio. Mas não só no Rio, a gente tem Não, muitos... eu queria dizer que a eleição de você está provando, e de suas amigas, foi uma surpresa. Sim. Non, je dis, bon, c'est vrai que votre doute. élection et celle de vos 2 amis comme député à l'État de Rio, qui a été une surprise et le résultat de cette mobilisation populaire. Sim, sem dúvida, e também movimentos moleculares ligados à cultura, às coletivas negras, feministas negras, muitos movimentos que vêm, o próprio movimento de mulheres com o Ele Não, mostrou um processo de resistência. Donc on assiste à une coagulation de différents mouvements, les mouvements de femmes, les mouvements de femmes noires, le mouvement des femmes qui contestaient la candidature de Jair Bolsonaro. Donc tout ça va dans le même sens et laisse quand même une lueur d'espoir.